moi j'ai le plaisir de vous introduire et de modérer la séquence suivante qui va s'appeler « Sur les nouvelles orientations des chercheurs ». Deux invités que je vais vous présenter très rapidement. Je me présente moi-même, je suis une ancienne présidente du comité d'éthique du CNRS, mon nom est Michel Leduc, et je suis impliquée dans les activités de l'Union rationaliste, et en particulier la revue Raison Présente. Ce matin, Mathias Girel, je ne sais pas s'il est toujours là, nous a parlé d'un avis du comité d'éthique du CNRS, le COMETS actuel, donc je n'en fais plus partie, mais j'ai beaucoup admiré cet avis qui parlait, comme il nous l'a expliqué, de l'engagement des chercheurs et de leur réflexion par rapport au public et à leur engagement par rapport à la restitution de leurs travaux vis-à-vis du public. Voilà. Donc, mais ce qu'il n'a pas dit, et qui est aussi un volet qui m'a paru encore plus important que celui-là de cet avis du COMETS, donc pas celui dont il a parlé, c'est le fait que les chercheurs, maintenant, aujourd'hui, vu l'état de crise dans laquelle on est, et qui sera peut-être bientôt une crise politique d'ailleurs, les chercheurs ont aussi une possibilité de réfléchir à ce qu'ils font en tant que chercheurs, du sujet qu'ils ont pris, de l'activité qu'ils y consacrent, du temps qu'ils y consacrent, de l'énergie, et est-ce que finalement c'est bien placé par rapport à tout ce qui nous menace. Donc ce sont ce comité d'éthique a fait un bilan que certains chercheurs, finalement, décident de faire autre chose. Alors, soit au début de carrière, quand ils commencent à chercher, s'ils font par exemple une thèse, un postdoc, et puis est-ce que je vais continuer dans le même sujet, ou est-ce que je vais changer, ou même en milieu de carrière, je fais ça, mais est-ce que c'est vraiment ce que j'aimerais vraiment faire d'utile ? Voilà. Donc, il n'a pas parlé de ça, et en fait, moi, ça me paraît quand même la question d'aujourd'hui pour les chercheurs, avec l'Union rationaliste et son émission de radio à France Culture qui passe un dimanche par mois, que je vous conseille d'écouter, le dimanche prochain, c'est-à-dire demain. D'ailleurs, on aura une très belle émission que je n'ai pas encore entendue, mais où Emmanuel Husson-Perrin interroge notre président François Héran sur la politique. Mais donc, 2 dimanches avant, on avait invité, et je lui avais posé des questions, Christine Noiville, qui est la présidente du fameux comité d'éthique du CNRS, et elle nous avait expliqué qu'effectivement, certains chercheurs, de plus en plus, se posent la question de est-ce que ce que je fais, je dois continuer à le faire, ou est-ce que je dois modifier, infléchir, réfléchir à diverger, ou bon. Voilà. Donc c'est un peu sur cette base-là qu'on a prévu de faire parler 2 intervenants. Alors comme vous verrez, ce sont 2 physiciens, puisqu'on a Harry Bernas et puis on a Néné Sujet, de 2 générations différentes. Hein. Donc on aura une vision. Alors je ne sais pas lequel des 2 sera le plus radical, c'est pas forcément celui que vous pouvez penser, que vous pouvez croire. Donc juste un petit mot pour vous présenter les 2 physiciens. Harry Bernas est connu de l'Union rationaliste puisqu'il a écrit et contribué à pas mal de numéros de Raison Présente. Il n'est pas membre du comité de rédaction, mais il est quand même proche par ses réflexions. Donc Harry Bernas, c'est un physicien qui a fait sa carrière, je dirais, dans les sciences des nanotechnologies, c'est très vaste. Et il a dirigé un laboratoire
qui s'appelait à Orsay, qui s'appelait le Centre des sciences nucléaire et du climat. Donc c'était nucléaire et de la matière condensée. Et de la matière condensée, voilà, pardon. Non, pas du climat, pas déjà. Nucléaire et matière condensée, voilà. Bon, depuis qu'il est à la retraite, il est très actif pour réfléchir sur sa carrière, sur ce qui l'a motivé, ce qui aurait dû le motiver, qu'il n'a peut-être pas motivé, des réflexions qu'il n'a peut-être pas eues dès le début, mais qui lui sont venues progressivement. Et tout ça est réfléchi dans un livre que je vous conseille, L'île au bonheur. Alors, L'île au bonheur, il s'appelle Homme, Atome et cécité volontaire. Donc, je ne vais pas vous résumer le livre, il parle du nucléaire, il parle de l'histoire du nucléaire, depuis la découverte de la radioactivité, le projet Manhattan, etc., etc. Mais c'est surtout cécité volontaire. Et la dernière partie du livre reflète peut-être ce dont il va nous parler, c'est-à-dire que les chercheurs ne se sont pas forcément posé la question de leur responsabilité et par rapport à la société. Donc je veux pas... Voilà, c'est tout à fait le thème de la dernière partie, cécité volontaire, de ce livre qui est par ailleurs passionnant et foisonnant et qui parle à la fois de sa vie, du nucléaire et de la politique. Voilà. Son dernier livre, Les merveilleux nuages, que faire du nucléaire. Je ne sais pas s'il vous parlera du nucléaire, si vous pouvez lui poser des questions, mais ce n'est pas tout à fait sur ce sujet-là que nous l'avons invité. Et puis nous avons Daniel Suchet. Daniel Suchet est aussi un physicien qui a commencé sa carrière. Alors pour l'instant, Daniel Suchet est maître de conférence, mais était peut-être professeur maintenant. Toujours maître de conférence à l'école polytechnique. Il fait des cours sur le photovoltaïque et c'est un grand spécialiste de l'énergie photovoltaïque. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pensé qu'on pouvait l'inviter pour qu'il nous parle de lui-même, qu'il nous raconte son témoignage personnel, parce que je connais Daniel Suchet de longue date, parce qu'il a fait sa thèse dans mon propre laboratoire, c'est-à-dire de l'autre côté de la rue, en physique, des atomes froids, de la technologie quantique. Voilà. Et donc, une thèse brillante, qui plus est, qui lui aurait permis certainement de faire une carrière dans ce sujet, qui est d'ailleurs maintenant très à la mode. Mais donc, tu aurais un avenir là, probablement avec beaucoup d'argent qui tomberait sur ta tête. Mais ce qui s'est passé, si j'ai bien compris, il va nous le raconter, c'est qu'il a eu envie de changer et de ne pas continuer sur ce sujet. Et je ne pense pas parce que c'était encombré de gens qui bouchaient la perspective. C'était plutôt parce qu'il voulait faire des choses qui seraient plus utiles à la société. Et c'est ainsi qu'on a pu essayer de l'orienter vers le photovoltaïque et qu'il a fait ensuite un stage et des travaux au Japon sur le photovoltaïque et qu'il est revenu à trouver un poste. Et maintenant, dernière chose, tu es lié au laboratoire de l'IPCV, voilà, du photovoltaïque qui s'est créé il n'y a pas très longtemps sur le plateau de Saclay. Voilà. Bon, non, c'est tout ce que je peux dire pour vous présenter. Maintenant, à vous de nous convaincre qu'on peut changer en cours de route. Et je veux juste mentionner un article de la Rousserie que j'avais lu dans Le Monde, qui avait fait le recensement du nombre de chercheurs et d'ingénieurs, pas que des chercheurs, qui bifurquent en cours de carrière, à mi-carrière, et les problèmes que ça peut leur poser. Et ça se chiffre par milliers. Hein, voilà. Donc c'est un sujet quand même qui risque de se développer. Donc voilà, à vous, peut-être Harry en premier. Je veux juste ajouter que île au bonheur, en japonais, ça se dit Fukushima. C'est pas du tout le sujet de ce que je vais raconter. Je vais essayer de faire assez court, ce qui n'est pas trop dans mes habitudes.
Je voudrais qu'on poursuive la discussion qu'il y a eu ce matin. On a eu en particulier quelqu'un qui nous a dit vous êtes quelqu'un qui n'est pas du milieu de la recherche encore, mais qui l'a juste frôlé et regardé vivre. Vous êtes dans l'entre-soi, un peu trop dans l'entre-soi, ai-je compris. Je voudrais repartir de là. Il se trouve que hier, j'ai rencontré un chercheur, c'est pas la première fois que ça m'arrive d'entendre ça, un chercheur qui m'a dit tu sais, l'enseignement, la recherche, ça me passionne, mais c'est pas une vie pour un jeune. Pourquoi il faudrait poursuivre ? Il faisait référence évidemment à sa situation qui est courante, post-doc, avec une perspective de 10 ans de voyage d'un pays à l'autre, chercher un poste, etc. Sacrifice très souvent d'une vie personnelle pendant une dizaine d'années pour arriver à s'établir quand on y arrive. Et donc une situation qui est un mode de vie que connaissent des tas de gens dans le monde, hein, à commencer évidemment par les autres migrants, parce que c'est des chercheurs migrants. Il faut y penser ça. C'est une situation qui est, pour les gens d'une génération antérieure, c'est une situation qu'on aurait qualifiée de pas normale. Or aujourd'hui, ça tend à devenir la norme. Il y a 40% de non-permanents dans les organismes de recherche, quand ce n'est pas 50%, y compris le CNRS. Le travail est souvent fait par eux, les autres, ils s'occupent de remplir des documents administratifs une bonne partie de leur vie, etc. On a un problème qui n'est pas uniquement un problème de perspective générale et de déclaration politique plus ou moins rassurantes. Ça se traduit par des choses extrêmement concrètes. Et puis, il y a le problème de l'environnement. Le problème de l'environnement, c'est-à-dire l'envie, comme le disait Michel, et ça, on l'a déjà entendu ce matin, changement de thème. Est-ce que c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler ? Est-ce qu'il faut changer ? On en entendra parler tout à l'heure par Daniel. Bon, il y a un contenu dans ce genre de discours ou dans ce genre de conversation qu'il me semble avoir entendu, et là je fais référence au topo de Mathias Girel ce matin. Est-ce que la recherche est-ce qu'il ne faudrait pas considérer que c'est une activité citoyenne ? Une activité de citoyens, et les citoyens, ils sont de fait engagés au quotidien. Ils ont une pensée qui va jusqu'à la pensée politique, parfois la pensée militante. En tout cas, il y a un ensemble de références, un ensemble de déterminants plus ou moins nets qui traînent dans leur pensée. Et cette question-là, elle en rejoint une autre, de mon point de vue, c'est là-dessus que je vais revenir tout à l'heure. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne serait pas temps, surtout dans le contexte politique qu'on connaît aujourd'hui, mais même en dehors de celui-là, que ça corresponde à une question de transformation des institutions. Alors, en préservant toutes les conditions que Mathias a déclinées ce matin, avec laquelle je voudrais dire tout de suite que je suis entièrement d'accord. Je ne pense pas que ça fasse de difficulté pour la majorité ou la totalité d'entre nous, mais ça veut quand même peut-être dire qu'à l'intérieur de ces institutions, il y a un mode de dialogue, encore faut-il qu'il existe, et que ce ne soit pas uniquement des contraintes administratives qui s'imposent, un mode de dialogue, un mode de réflexion sur non seulement l'avenir, mais le présent, comment on prend en charge le présent, comment on prend en charge la transformation de l'environnement que nous subissons déjà, quelle est la part d'intervention, pas seulement des individus, mais de l'organisme, des organismes et des modes de discussion avec ceux qui sont
autour de l'organisme, par exemple les journalistes, les médias, etc., avec tous les problèmes qui ont été déclinés déjà ce matin. Alors pour mettre ça en perspective, excusez-moi, c'est un petit peu décousu, mais je pense que ça ne devrait pas trop choquer. Je voudrais faire une espèce de... C'est pas une comparaison, c'est une espèce de confrontation. Le décalage des visions et des positions par rapport à la science aux États-Unis et en France, très schématiquement. Hein. Aux États-Unis, en 1945, c'est-à-dire la guerre n'était même pas terminée, Vannevar Bush, un ingénieur qui était à la direction, enfin qui aidait le président Roosevelt gérer les problèmes scientifiques, qui étaient fort nombreux, comme vous savez, en 1945, a été chargé d'écrire un rapport. Il a écrit un rapport qui s'appelait « La science, la frontière sans limite ». Et dans ce rapport, il y avait une proposition de définition d'un nouveau mode de rapport entre la science, le pouvoir et l'économie, et les militaires, qui était absolument fondamental, qui a été mis en œuvre, de fait, jusqu'à aujourd'hui. Et c'était une espèce de révolution. On partait d'une situation où il y avait aux États-Unis à l'époque un petit cercle très restreint de gens plutôt élitaires. Il y avait quelque chose comme 3000 chercheurs, on estime qu'il y avait à peu près 3000 chercheurs, enseignants-chercheurs, parce qu'il n'y avait pas de poste de recherche à l'époque. Ils étaient 3000, en 1970 ils étaient 300 000. Donc on a une situation qui correspond, enfin qui est la traduction en nombre d'une infusion, et c'est là-dessus que je voudrais insister par contraste avec ce qui s'est passé chez nous, d'une infusion des scientifiques, non seulement dans l'université, etc., dans la production industrielle, dans la production, tout ce qui était autour de l'industrie, évidemment aussi. C'est parti aussi chez les juristes, chez les commerçants, etc. Il y a eu un moment où un sociologue a écrit un bouquin, où, je ne me rappelle plus exactement du titre, mais c'est en gros, les scientifiques sont devenus les habitants des banlieues. C'est des banlieusards comme les autres, quoi. Les scientifiques sont entrés dans la société de manière, entre guillemets, ordinaire avec la spécificité d'être des scientifiques. C'est une situation qu'en France, on n'a pas vécue. Pas sous cette forme-là, de manière très, très, très différente. L'idée que la science et la production avaient des relations intimes, constantes, et qu'on circulait de l'un à l'autre, qu'on pouvait être responsable industriel, devenir membre d'une instance gouvernementale ou de gestion de l'économie ou générale ou colonel, et inversement, qu'il y avait des portes tournantes. C'est eux qui les ont inventées, les portes tournantes. Ça, c'est quelque chose qui est devenu naturel. Je ne suis pas en train de dire que c'était l'idéal. Ce que je dis, c'est que c'est un mode de relation entre la science et le pouvoir, les pouvoirs, qui est quelque chose que nous n'avons pas connu. En France, sa tradition, c'était l'empire colonial, qu'on oublie toujours, utiliser les moyens extraits de l'empire colonial, donc une mentalité qu'on retrouve chez Flaubert, de Balzac, etc., je ne développe pas, élitaire, la fracture entre les grandes écoles et l'université, etc. Tout ça, ça s'est prolongé pendant Vichy. Et à la sortie, il y a eu un moment de bascule, effectivement. C'est le programme du CNR, le Conseil national de la résistance. C'est quelque chose qui s'est traduit sur le plan scientifique. C'est une citation, je ne sais plus exactement dans quel document précis, mais je sais que c'est dans le bouquin qui s'appelle « La pensée et l'action » de Paul Langevin. Il y a une phrase où il dit plus ou moins « La science est un facteur d'adaptation de l'humanité à son environnement ». La science est un facteur d'adaptation de l'humanité à son environnement. C'est intéressant, non ?
Et puis, bon, on sait ce qui est advenu. Il y a eu les nationalisations, il y a eu une expansion de l'économie qui était liée en même temps à une démocratisation et à une reconnaissance de la réalité que Langevin signalait. Et puis, il y a eu le retour, etc., la crise des années 70, l'économie casino, la mondialisation, l'attitude qui s'est traduite en particulier par les positions prises ou imposées par l'Union européenne, je pense au document de Lisbonne, etc., sur la science comme un moyen d'appliquer directement à l'économie, de contribuer au développement économique, mais à court terme, etc., une vision de la science totalement réductrice. Ça s'est traduit par une position prise en particulier par Sauvons la recherche, le mouvement Sauvons la recherche, ensuite Science en marche. Ils ont publié en 2015 un document que j'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps, qui est tout à fait remarquable, qui est la déclinaison de toutes les choses scandaleuses qui étaient pratiquées, qui sont pratiquées encore aujourd'hui, de fait, par ce dispositif économique et politique qui a été mis en place à ce moment-là et dont on voit aujourd'hui un espèce d'aboutissement dans un délitement qui a une traduction politique, évidemment. Bon, je saute un peu, mais je pense que vous verrez le lien. En ce qui concerne la relation au pouvoir, il y a une traduction qui nous touche directement, qui est à la fois sur le plan individuel et sur le plan collectif, mais qui est très importante du point de vue institutionnel, à mon avis. C'est ce qui s'est passé au moment où le gouvernement, ou plus exactement le président de la République, et le Conseil de défense, a pris la décision de basculer l'IRSN à l'intérieur de l'ASN. L'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, dans l'autorité de sûreté nucléaire. C'est-à-dire de mettre le dispositif qui était chargé de l'expertise et de la recherche à l'intérieur du dispositif chargé de prendre des décisions. C'est-à-dire qu'on brisait quelque chose qui avait mis 20 ans à construire et qui était l'idée que rassembler le savoir, d'une part, un savoir qui va très loin sur la technologie, etc., ce n'est pas uniquement des choses abstraites, rassembler le savoir, faire admettre par une communauté scientifique, c'est-à-dire qu'elle croit les résultats qui ont été rassemblés, donc la discussion scientifique, le jugement par les pairs, etc., et faire passer ça dans un milieu différent, donc convaincre. Savoir, croire, convaincre, c'est quelque chose qu'on connaît assez bien, dont on entend parler. Mettre ça à l'intérieur de la décision, c'est subordonner le savoir à la décision. Et ça pose... Enfin, c'est la traduction sur un exemple très, très précis, mais il y en a beaucoup d'autres, de quelque chose qui justifie une perte de confiance, non seulement à l'intérieur du milieu des scientifiques, etc., mais beaucoup plus largement de la société à l'égard de la science, des scientifiques et de la manière dont les scientifiques s'expriment. Et ça, c'est quelque chose qui est basique. C'est quelque chose qui ne se règle pas en détaillant, même en détaillant les consignes ou les suggestions des comités d'éthique. C'est quelque chose qui est structurel dans la société, cette confiance ou cette absence de confiance. Et là, on se heurte à la décision qui peut très bien être, et on en a quelques exemples, l'ignorance, l'autoritarisme, la décision incohérente. Je ne développe pas, je crois que c'est clair pour tout le monde. Dernier point, évidemment, aujourd'hui, c'est l'objet du dossier qui va sortir dans le prochain numéro de la revue Raison Présente. On est dans une situation où la transformation environnementale, elle a lieu, elle est en cours, on est dedans. Les problèmes sont
quotidien et on y est confronté directement. Bon, beaucoup de jeunes, pour moi, l'immense majorité de ceux que je rencontre, c'est leur quotidien. Ça ne fait pas question. C'est une évidence. Et ce qui va avec cette évidence, c'est de nous regarder, nous, les gens qui ont les cheveux blancs, en nous disant « Qu'est-ce que vous avez fait d'efficace ?» Et là, il y a une coupure. Il y a vraiment une césure. C'est pas une question de ne pas nous aimer, etc. C'est on n'est pas dans le même monde. Et quand on n'est pas dans le même monde, on ne tient pas le même langage. Et quand on ne tient pas le même langage, on ne se comprend pas. Et quand on ne se comprend pas, c'est Bardella qu'on entend sur TikTok et pas nous. Donc il y a un problème qui n'est pas un problème qu'on peut décomposer et traiter séparément chacune des composantes. On est arrivé au point où il faut garder tout ça ensemble. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit devenir militant, évidemment. Ça veut dire qu'on ne peut pas oublier qu'on est dans un mouvement, dans une dynamique qui est à la fois environnementale, avec les contraintes externes, etc., et les contraintes que nous impose, par exemple, l'industrie fossile, etc., etc., et en même temps, une angoisse croissante. Angoisse croissante, c'est pas bon pour la rationalité. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces circonstances-là? Et ma conclusion, c'est on est arrivé au point qu'on a connu avant la guerre, juste avant la guerre. On est arrivé au point où, à mon sens, au-delà de ce que nous racontait Mathias Girel tout à l'heure, au-delà de ça, il faut que ce soit les institutions qui trouvent le moyen, dans un dialogue intelligent, rationnel, etc., en mettant sur la table les contradictions, parce qu'il y en a beaucoup, que les institutions prennent position sur la nécessité du changement. Parce que les institutions, elles sont déjà dans le pouvoir. Elles sont déjà en relation directe avec le pouvoir. Et on a besoin de fractions du pouvoir pour maintenir une société qui tienne la route et qui ne soit pas livrée aux démons qu'on a déjà connus. Et on a besoin aussi, surtout, de cette infusion et cette alliance dans un contexte où les effets du climat, 4 degrés, c'est débile, c'est pas possible. On ne survivra pas. Donc, on est dans une situation où il va falloir se battre. Et les institutions, on en a besoin pour ça. Ce qui veut dire, à mon sens, redéfinir et voir comment, redéfinir le sens et les accents de la recherche. Voilà, merci. Je crois qu'on va peut-être faire comme on a fait pour la première table ronde, c'est-à-dire d'enchaîner avec le deuxième exposé, puis on posera les questions tout ensemble. Et ça tombe bien, Harry a parlé de la coupure entre la génération des cheveux blancs et puis les jeunes. On a un jeune qui va nous dire comment il voit les choses. Et Daniel. Merci Michel, merci à toutes et tous. Je suis très honoré d'être là avec vous aujourd'hui. Alors, ce que je vais vous raconter, moi, est de nature assez différente des interventions qu'on a eu le plaisir d'écouter jusqu'à maintenant. Au départ, la sollicitation de Michel était de parler de la position des chercheurs et des jeunes chercheurs face aux questions d'urgence climatique et peut-être des sentiments d'urgence un peu plus généraux dont on est légitimement saisi ces dernières années, décennies, je ne sais pas où est-ce qu'il faut faire remonter les choses. Je ne pense pas être légitime pour vous apporter une analyse générale sur la question. Ce que je peux vous proposer, c'est un témoignage. Et c'est le témoignage de mon parcours, mon positionnement aujourd'hui, et puis de voir de ça ce que ça peut apporter dans la discussion et dans les échanges. Et donc, je vais vous raconter des choses en 3 temps. Je vais commencer par vous dire comment je me suis retrouvé là où je suis aujourd'hui. Je vais vous dire à quoi ressemblent mes activités et ce que je considère aujourd'hui être mon activité professionnelle en tant qu'enseignant-chercheur.
Et puis je vais quand même pas complètement résister à la tentation de vous donner quelques perspectives de comment j'essaie de voir les choses de façon un petit peu plus générale. Et à nouveau, comme Harry, j'essaierai de laisser le plus de temps possible pour la discussion qui va suivre. Alors, Michel l'a rappelé, moi je suis issu d'une formation académique très conventionnelle, une formation d'ingénieur, une thèse de doctorat que j'ai eu la chance de faire effectivement juste à côté au laboratoire Kastler-Brossel, dans une physique qui était la physique qui m'a toujours plu, la physique fondamentale, mécanique quantique expérimentale, simulation de particules de Weyl avec des atomes ultra-froids. Et ça a été un grand plaisir de faire cette thèse et de travailler sur ce sujet. Aussi loin que je me rappelle, la compréhension des lois de la physique, ça a toujours été quelque chose qui m'a donné envie. Et j'ai eu à nouveau la chance, le plaisir de pouvoir suivre cette trajectoire jusque-là. Au cours de ma thèse, il y a deux choses qui ont émergé, qui font écho à des choses qui ont déjà été dites. La première, c'est le constat de la précarité et de la difficulté de la perspective académique. Et je ne pense pas être taillé pour la perspective de se dire qu'il faut souffrir très fort maintenant pour être heureux après. Et donc l'idée d'enchaîner des post-docs qui auraient été choisis pour augmenter les chances d'avoir peut-être un poste au bout du compte, ça ne me tentait pas. J'avais fait ce que j'avais suivi jusque-là avec vraiment la motivation du sujet en lui-même. Et j'avais plutôt envie d'essayer de continuer dans cette voie qui me donne plus de force et plus d'énergie. Puis la deuxième chose qui a émergé, c'est effectivement des préoccupations d'ordre énergie, climat, environnement. Je suis venu à ces questions par les questions d'énergie, et je peux dater assez précisément le moment où j'ai commencé à me saisir de ces sujets. Je me rappelle très bien de toute la période où j'étais tout à fait imperméable à ce que j'entendais du discours public sur les questions d'environnement. Et moi, c'est le livre de David MacKay, Sustainable Energy Without the Hot Air, qui est un livre d'analyse d'ordre de grandeur sur l'énergie, qui a ouvert la perspective de se dire, mais en fait, cette question peut être traitée avec des outils de physiciens, qui sont des outils que moi je connais, et c'est une question qui est importante. Et puis de là, ça a ouvert à une préoccupation évidemment de plus en plus large sur ces questions. Et je n'avais pas envie que ma force de travail soit consacrée à autre chose et que ces sujets soient limités au soir et au week-end. Et donc je me suis dit que j'allais me servir de l'occasion du postdoc pour changer de sujet et aller voir autre chose, en me disant que si jamais, de toute façon, je devais changer vraiment de domaine, ce serait plus facile d'expliquer que j'avais fait une formation de physique quantique et puis un postdoc dans des domaines d'énergie, que de dire que j'avais fait une thèse de fermions froids et puis un postdoc en bosons froids, et que les fermions et les bosons, ça n'a rien à voir, c'est pas le même spin. C'était pas forcément très, très compréhensible comme trajectoire. Il se trouve, là aussi, par chance, je parle beaucoup de chance parce que je crois que la chance joue un rôle dans toutes ces questions, et c'est les chances qui sont liées à des rencontres, qui sont liées à des opportunités, qui sont liées à plein de choses. J'ai pu être recruté quelques années plus tard à l'École Polytechnique, où je suis aujourd'hui enseignant-chercheur. Et donc je bascule sur la deuxième partie de ce que je veux vous raconter, à quoi ça ressemble pour moi aujourd'hui, mon métier d'enseignant-chercheur. Le cœur de mon activité pour moi est au niveau de la recherche. Ce n'est pas forcément à la recherche que je consacre le plus de temps, et en tout cas, comme beaucoup de collègues, pas autant de temps que ce que je voudrais. Mais je le mets au cœur parce que pour moi, c'est de cette activité de recherche que découle la légitimité du reste de mes actions. Ma recherche est une recherche qui reste une recherche de physique fondamentale. Je m'intéresse au photovoltaïque, je travaille, comme Michel l'a presque évoqué, à l'Institut du photovoltaïque d'Île-de-France, l'IPVF, et je m'intéresse spécifiquement à la façon dont on peut utiliser l'interaction entre la lumière et la matière, à la fois pour comprendre les propriétés de matériaux et de dispositifs photovoltaïques, et à la fois pour imaginer des stratégies de conversion à haut rendement. Donc c'est une recherche qui reste fondamentale dans un domaine qui est très industriel. La mission de cet institut, quand il s'est créé, c'est un institut de la transition énergétique. La mission de l'institut, c'est de contribuer à une réindustrialisation européenne du photovoltaïque. Donc il y a une mission qui est très claire, qui est très appliquée, qui est très industrielle. Et dans ce monde-là, moi, j'essaye de maintenir et de tenir l'importance d'une recherche fondamentale. C'est aussi une recherche qui m'invite à m'interroger sur le rôle de ce que je fais. Comment est-ce qu'on fait pour mener une recherche dans un sujet technologique sans tomber dans le technosolutionnisme ? Est-ce que ma recherche me semble importante ? Est-ce que c'est parce que j'imagine que le jour où on passera de 22% pour des modules commerciaux à 25% pour des modules commerciaux, on aura réglé le problème ? Non, bien sûr.
Je considère que ce n'est pas aujourd'hui la limite technologique qui pose problème dans les situations qu'on rencontre. Et pour autant, je pense que cette recherche est importante. Elle est importante à être menée là où elle est, parce qu'elle permet d'attraper des sujets qui vont devenir bloquants ou qui peuvent devenir bloquants à plus long terme, parce que mener une recherche fondamentale, c'est savoir ce qu'on cherche et c'est évidemment jamais savoir ce qu'on trouve. C'est tout le plaisir de cette recherche. Et parce que c'est des modes de réflexion, c'est des façons de travailler, c'est des modes de collaboration qui sont spécifiques et qu'il me semble important de faire vivre, et en particulier, je le redis, à ces endroits-là. Le deuxième volet de mon activité, c'est l'enseignement. J'ai commencé par m'impliquer dans les enseignements qui étaient proches des compétences scientifiques que j'avais développées dans ma formation initiale, et donc les enseignements de mécanique quantique, d'interaction lumière-matière. Aujourd'hui, je suis en charge de la formation du cycle ingénieur polytechnicien sur les questions d'énergie, et je donne un enseignement qui s'appelle Énergie-environnement, qui est un cours de thermodynamique qui attire un nombre croissant d'élèves ingénieurs, dont certains dans la salle. Et je me dis que cet enseignement me donne un bras de levier sans doute plus important pour faire changer les choses dans la pratique et dans la société que la recherche que je mène au sein de mon laboratoire. Mais je ne pourrais pas faire cet enseignement si je n'avais pas en même temps ma casquette de chercheur. Donc c'est vraiment cette articulation-là que je souligne. Et je touche aussi le commentaire qu'on a eu ce matin sur où est-ce qu'on s'implique. Pour moi, l'implication dans l'enseignement est une vraie implication, est un vrai choix. Et évidemment, ensuite, c'est la question de comment on le fait et comment est-ce qu'on voit les choses. Je veux aussi souligner ici la construction d'une aventure collaborative. L'école polytechnique va mettre en place à partir du 26 août cette année un cours qui va s'appeler Engineering Sustainability, qu'on a traduit par S'ingénier pour durer, qui est un cours multi, inter, trans et indiscipliné. On est des collègues de 8 disciplines à avoir travaillé pour élaborer ce cours sous la baguette de chef d'orchestre de Céline Guivarch. Et c'est un cours qui va s'adresser à tous les élèves de la promotion de l'école polytechnique, tous les ans à partir de maintenant, et dans laquelle on a essayé de mettre en place à la fois des considérations pédagogiques un peu particulières, un contenu scientifique. On se dit que c'est un public qui est particulier, on se dit que les élèves qui nous arrivent aujourd'hui, on leur a rabâché les oreilles de développement durable depuis la grande section de maternelle. Et donc il y a ceux qui sont convaincus qu'ils savent tout, il y a ceux qui sont convaincus que c'est du pipeau, il y a ceux qui sont effectivement pour qui ça a marché et qui sont sensibles à ces questions, et que dans un public qui n'a pas choisi de suivre notre cours puisqu'il est obligatoire, il va falloir réussir à trouver comment est-ce qu'on s'adresse à tous ces publics simultanément. Donc ça c'est un grand défi, et peut-être que j'aurai l'occasion de revenir vous en parler dans quelques mois. Je vais terminer mon tour d'activité sur la troisième pointe du triangle de l'enseignant-chercheur, qui est moins présente dans le titre, mais qui est la médiation scientifique ou la vulgarisation, et qui pour moi est vraiment une partie intégrante de ma mission. C'est une activité qui est moins cadrée, je n'ai pas des heures établies dans mon contrat directement sur ces questions-là, mais qui fait partie des missions officielles, la diffusion de l'information et de l'information scientifique et technique. Dans ma pratique, ça prend différentes formes, ça prend la forme d'intervention dans des collèges, dans des lycées, sous forme de conférences. Ça prend aussi souvent la forme de projets un peu plus circonscrits dans le temps. Le projet dont j'ai envie de vous parler ici, c'est un projet de livre, une anthologie qui s'appelait Nos Futurs, et qui a été marrainée par Valérie Masson-Delmotte, qui a été publiée en 2021, si mon compte est bon. Nos Futurs partent d'un triple constat. On a besoin d'action, on a besoin de bouger sur les questions du changement climatique, et le changement climatique au-delà de la question du chiffre sur un thermomètre. Pour réfléchir à comment est-ce qu'on agit, on a évidemment besoin de science pour faire des constats, pour comprendre où on est, pour savoir quelles sont nos options en termes d'action et des conséquences de ces actions. Et on a besoin de récits, on a besoin de narration, on a besoin d'embarquer. Alors c'est des constats qui aujourd'hui sont devenus assez classiques. Ils étaient un tout petit peu moins courants à l'époque où on a discuté de ce projet en marge des Utopiales à Nantes, qui est un grand festival de l'imaginaire que je vous recommande. Pour essayer de répondre à ces trois constats simultanément, avec Nos Futurs, on a décidé de créer une anthologie de textes avec des binômes. Chaque binôme, c'était des binômes, des trinômes, des quadrinômes, des groupes, quoi. C'était d'un côté un expert ou une experte scientifique,
d'une problématique et de l'autre un auteur ou une autrice de science-fiction. On a rassemblé 10 de ces binômes sur 10 thèmes qui avaient été choisis en demandant à un public assez large. On est passé par les réseaux des médiathèques, on est passé par les réseaux sociaux, on a eu à peu près 800 votes en demandant aux gens qu'est-ce qui vous intéresserait au croisement entre ce qu'on peut faire pour le climat et ce que ça peut avoir comme conséquence pour la société. Et là-dessus, on était reparti des grilles, des tableaux d'analyse croisée du rapport spécial sur un réchauffement planétaire de 1,5 degré. On a pris 10 thèmes qui étaient ressortis de ces votes, on a constitué ces groupes, on les a rassemblés, et on leur a dit, le but, c'est de produire sur chacun des thèmes 2 textes, un de science et un de fiction. Le but, c'est de montrer la complémentarité et le fait que ces approches ne sont pas substituables. On ne peut pas attendre d'un texte de science qu'il ait la capacité narrative et la liberté d'un texte de fiction, et si on exige d'un texte de fiction qu'il ait la rigueur et la véracité scientifique, on perd sa capacité d'exploration. On a un catalogue Ikea, une espèce de mise en scène d'un truc complètement figé. Donc, on a constitué ces binômes, on a été confinés pendant quelques mois, les binômes ont travaillé, l'anthologie est sortie, dans ces 10 binômes, il y a eu un peu de tout. Il y a des binômes qui se sont vraiment très bien entendus et qui ont embarqué, soit sur la base d'une idée de fiction, soit sur la base d'une idée de recherche, et qui ont coproduit les textes. Quand on a fait le lancement sur un des binômes, c'est le scientifique qui a parlé du texte de fiction et l'auteur de fiction qui a parlé du texte de science. Et là, on s'est dit, ça a marché. Il y a des binômes qui se sont superbement ignorés, qui ont fait leur texte chacun dans leur coin, et donc vous avez 2 textes juxtaposés au bout du compte. On a un binôme qui s'est frontalement opposé, et là, on s'est dit que ça avait bien marché aussi, parce qu'au moins, il s'était passé quelque chose. Et il a fallu réussir à désamorcer un peu la situation suffisamment pour que les auteurs acceptent que les textes soient au bout du compte publiés. Mais tous les textes ont été publiés, peut-être que vous trouverez desquels je parle si vous lisez l'anthologie. Je conclurai juste sur cette aventure-là en disant que ce livre a été publié par une maison d'édition spécialisée en science-fiction qui s'appelle ActuSF, qu'il a été... oui, Nos Futurs, j'aurais dû préciser. Nos Futurs en français au pluriel, pas Nos Futures. Nos Futurs, nos futurs à nous tous. Et le sous-titre, c'est « Imaginer les possibles du changement climatique », parce que ça fait IPCC, je crois que personne a compris la blague. Donc je prends les occasions pour le préciser. C'est un livre qui a été diffusé dans les rayons de science-fiction des librairies. Alors on était un peu vexés au départ, en se disant « mais enfin, on a rassemblé aussi des grands noms de la science ». Il y a Claire Chenu de l'initiative 4 pour 1000, il y a Isabelle Tchernikovski-Loriol, des questions de CO2 géonet et de stockage de CO2, il y a Philippe Biwix, il y a Mathieu Ouzano, on a plein de gens qui sont très réputés dans ces questions-là. On a aussi les noms réputés de la science-fiction. Et en fait, c'est très bien que ce livre soit dans les rayons de science-fiction et qu'on trouve dans les rayons de science-fiction, du coup, une moitié d'anthologie de textes de science. Et c'est un ouvrage qui a été récompensé par le Grand Prix de l'Imaginaire, par le prix Rossini-Aîné. Et donc c'est peut-être une façon de réussir à diffuser un peu plus loin de nos murs. Ce qui m'amène à ma 3e partie, de réflexion un tout petit peu plus générale. Vous l'aurez compris, ce que je vous raconte, c'est d'abord principalement le témoignage de mes activités. Mais de la façon dont je les imagine, s'appuie quand même sur une façon de voir un peu les choses. Et donc, dans les idées que j'aimerais partager ici, il y en a plusieurs. La première, c'est que j'imagine... Je pense qu'il n'y a pas de réaction ou de positionnement unique de se dire c'est ça qu'il faut faire, il faudrait que tout le monde fasse pareil. Et je pense que c'est très important de se demander qu'est-ce qui est spécifique à chaque situation, à la fois en termes individuels et en termes de situations dans lesquelles on se trouve quand on se débat avec ces questions de où et comment est-ce que je peux agir ou faire différemment sur les problématiques qui nous préoccupent. Une variante de cette question de la solution non unique, c'est de se dire que c'est des actions qui doivent s'inscrire dans la durée et que parfois l'effet d'urgence incite à faire feu de tout bois des énergies, ce qui peut générer des choses intéressantes, mais il faut aussi faire un peu attention à soi et ça peut être très coûteux. C'est aussi l'occasion de dire à quel point ce n'est pas des choses dans lesquelles il faut forcément se lancer tout seul, mais il faut trouver des endroits où on trouve des forces communes pour réussir à tenir l'effort, parce que l'effort est déjà tenu depuis longtemps et il va falloir continuer à le tenir pendant longtemps. Le 3e point de réflexion un peu général, il est de se dire que ça vaut sans doute le coup de se demander où est-ce qu'on est efficace dans nos actions.
Et je pense que là où on est efficace, c'est en particulier de se demander là où nous on peut agir, chacun à son endroit, et je pense particulièrement chez des collègues enseignants-chercheurs, mais je pense que c'est vrai de façon générale, où est-ce qu'on peut agir que d'autres ne pourraient pas, des points que d'autres ne pourraient pas atteindre. Alors ça veut dire où est-ce qu'on peut agir sur nos activités propres très directement, le périmètre de nos actions de recherche. Et là, ça ouvre sur tous les travaux et toute la réflexion, par exemple, du GDR, maintenant le laboratoire 1.5, qui interroge sur nos pratiques de recherche, où sont nos effets, où sont nos impacts, lesquels on peut réduire, comment, à quel coût, qu'est-ce qu'on décide d'arbitrer là-dedans. Et cette question de nos pratiques professionnelles, personne n'est mieux placé que nous pour s'en saisir. Je pense que ça va au-delà de la question de réduire nos impacts, les impacts de nos recherches. Ça peut être la question de comment est-ce qu'on change nos sujets mêmes de recherche. Et là, je retouche mon premier point, qui est de dire, je pense qu'il faut faire très attention aux perspectives de solutions uniques et de se dire qu'il faudrait que tout le monde arrête tout pour ne plus faire que les sujets qui sont urgents. Je pense qu'il faut absolument se bagarrer pour que se poursuive une recherche parfaitement inutile, ou en tout cas qui ne revendique aucune utilité sur des sujets dont la préoccupation est parfaitement légitime. Il faut se battre pour que continue cette recherche. Et je pense que tout l'enjeu de la lutte contre le changement climatique, de la lutte contre l'explosion des forces réactionnaires, identitaires, etc., c'est aussi de se battre pour préserver les espaces où ces recherches peuvent se faire. Si on les sacrifie au nom de la lutte, pourquoi est-ce qu'on est en train de se bagarrer exactement ? Il y a l'enjeu de réussir à mobiliser au sein de nos institutions, et je l'ai dit aussi en disant que je pense qu'il ne faut pas se bagarrer seul. Et en fait, quand on commence à parler, quand on parle de façon informelle, autour des machines à café, dans les séminaires avec les doctorants, avec les étudiants, avec les collègues, on sent assez vite des intérêts, des curiosités, des envies de faire des choses. Et souvent, ça ne prend pas grand-chose que ces envies se traduisent en actions qui peuvent être petites, mais qui sont importante par le passage de l'envie à la mise en œuvre. Et puis la dernière chose, c'est la question de réussir à se mobiliser au-delà des murs de nos institutions et de nos universités. On a beaucoup parlé ce matin des questions de médias et de la difficulté qu'il y a à rentrer dans les arènes médiatiques. Et on se dit évidemment que c'est là qu'il y a les caisses de résonance. On identifie les influences dramatiques que ces caisses ont quand elles touchent un public très nombreux. Mais je pense qu'il y a des échelles intermédiaires qui sont au moins aussi importantes, qui sont des échelles d'engagement associatif, des échelles d'engagement éventuellement syndicaux, d'associations, de collectifs citoyens qui peuvent être au niveau de municipalités. Et que c'est des occasions aussi d'aller échanger avec des vrais gens, des gens avec qui on peut construire des relations dans une durée qu'on n'a pas sur les réseaux sociaux, où certes on touche des centaines, ou certains d'entre nous arrivent à toucher des centaines ou des millions de personnes, mais en créant quelque chose de très différent, je pense, de ce qui peut se passer dans une relation qui se construit, et qui se construit sur le terrain. Et ça, c'est aussi une façon d'encourager celles et ceux qui ont envie de se saisir de ces questions et qui ne se sentent pas en mesure ni d'aller se bagarrer sur la violence des réseaux sociaux, où on a vraiment l'impression de... J'ai pas d'image polie en tête, mais d'essayer d'éteindre un incendie... Bref, vous trouvez l'image que vous voulez. J'arrive pas à en trouver tellement ça a l'air dérisoire, et sinon c'est vulgaire. Il y a là des endroits où on peut agir de manière différente. Voilà, je conclus là ce tour d'horizon de témoignages, et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup à tous les deux, merci. Daniel, je recommande, et aussi, tu aurais dû l'apporter, ce livre qui s'appelle Nos futurs, parce que ça s'écrit, ça a deux sens, c'est nos, N-O, le nos futur à nous, mais c'est aussi N-O avec un petit S, c'est-à-dire pas de futur, hein.
nos futurs. Et on peut aussi recommander, certes, tous les articles scientifiques qui sont parfaitement corrects, mais les petites nouvelles de science-fiction, je vous les recommande parce que vous allez vous régaler. Hein. Puis je vous recommande aussi, comme il l'a signalé, de vous déplacer jusqu'à Nantes au début du mois de novembre. Chaque année, il y a ces utopiales, ces 4 jours où on réfléchit à la fois avec la science-fiction et la science tout court, ou sur le futur. Donc, je sais que tu y vas souvent, et moi, ils m'ont invité une fois, j'ai trouvé ça formidable. Il faut y aller parce que vous avez des milliers de personnes qui sont là, qui réfléchissent à la science et au futur de la science. Voilà. Bon, écoutez, je crois qu'on va pouvoir, les deux exposés se faisaient vraiment écho de façon tout à fait probante, et je vais passer la parole à la salle. Posez des questions. Je vous lis un petit extrait très court. Avec la main à la pâte, les enfants apprennent à effectuer une investigation raisonnée, donc c'est le début des années 2000, qui forment leur esprit. Ils apprennent ce qu'est une hypothèse, ils s'interrogent, expérimentent, discutent entre eux, ils apprennent à lire, à écrire et à rendre compte. On forme ainsi des citoyens qui ont appris à échanger leurs idées et à les vérifier au lieu d'obéir aveuglément. Je pense que pour certains esprits, la coupure de génération n'était pas là. C'était la volonté justement d'éviter cette chose-là. Merci beaucoup. Merci pour le commentaire. Je suis très d'accord avec ça. J'en profite pour rebondir. Quand je parle de s'impliquer à l'échelle locale, c'est pas forcément dans le fait de dire on arrive avec une expertise qui est directement pertinente sur des questions énergie, climat, des enjeux municipaux par exemple. Mais c'est de venir s'impliquer avec des façons de réfléchir, avec des façons de travailler qui sont propres au monde de la recherche et qui sont des occasions de les partager en contribuant à une action collective comme un parmi d'autres. Et donc je rejoins tout à fait là l'idée de dire qu'il y a un enjeu à diffuser, pas juste des connaissances, mais des façons de réfléchir et des façons de travailler. Bonjour à vous deux, merci beaucoup pour votre présentation toujours très enrichissante. J'aimerais éventuellement revenir sur la question des institutions, parce que effectivement, dans la société, on a quand même des discours qui arrivent à surnager d'un point de vue scientifique sur ce que peut être la situation et les enjeux environnementaux concrets, indépendamment des rapports du GIEC qui sont sourcés. Est-ce qu'il n'y aurait pas une manière pour ces institutions justement de rendre une espèce d'avis, de produire une sorte de contre-discours pour dire ok, il y a ce qui circule au niveau de la société, ce genre d'implication, mais nous, en tant qu'institution et par rapport à ce qu'on porte en termes de recherche, on pourrait, voilà l'état de la situation, et chercher à démentir en gros tout ce qui circule actuellement. J'aimerais bien entendre. Ça résonne pas trop là. J'aimerais bien entendre d'autres, disons, plus jeunes chercheurs ou futurs chercheurs sur ce sujet-là. C'est-à-dire comment ils voient l'entrée dans l'institution. Est-ce qu'ils voient l'institution comme c'est Big Brother? C'est le monstre dans lequel on va pouvoir rentrer ou pas? Ou est-ce que l'institution est un lieu qui les accueille? Et je rejoins un peu, l'état d'esprit, c'est tout à fait celui de Daniel, hein, c'est-à-dire de dire on a besoin, et ce que disait le collègue tout à l'heure, on a besoin de faire qu'il n'y ait pas de coupure entre générations, évidemment. Et le lien, il se fait quand il y a un dialogue. Pas quand il y a le sentiment d'être des pions, éventuellement des victimes,
que ce sentiment d'une opposition. Et ça passe par un dialogue qui n'est pas un dialogue... la chose qui me semble très importante de dire, c'est dans la réalité de la situation, surtout celle qu'on connaît aujourd'hui, les confrontations sont la matière même sur laquelle on travaille. On est dans des contradictions permanentes, que ce soit sur le climat, que ce soit sur la manière de travailler du point de vue scientifique, sur la manière on n'est pas dans un système de recherche, par exemple, de recherche et d'enseignement encore pire, il n'y a pas pléthore de gens, il n'y a pas pléthore de moyens, etc. etc. Donc on est dans des compétitions, des contradictions, etc. C'est pas entièrement négatif, évidemment. C'est bien d'être dans des compétitions positives. Mais au point où on en est, c'est aller de crise en crise. Et comment on fait la soudure dans cette situation-là ? Je pose la question, j'ai pas un catalogue de réponses, hein, mais j'aimerais bien entendre des réactions sur le sujet. Mais tu pourrais peut-être quand même, Harry, préciser ce que tu entendais par l'implication des institutions. Tu pensais par exemple au CNRS, qui est ton institution de recherche. Pour l'instant, le CNRS est quand même un tout petit peu impliqué, a pris des mesures pour faire son bilan carbone. Bon, c'est déjà ça. Hein, et puis, il a mis des programmes de recherche dans ces thématiques sur le climat, sur l'environnement, voilà. Mais est-ce que ça paraît quand même peut-être pas d'une part coordonné avec les autres institutions? Et ça devrait être quand même à un niveau plus élevé. Et puis d'autre part, peut-être pourrait être poussé plus loin. Je ne sais pas, c'était peut-être ça que tu voulais dire, Harry, non ? Il me semble que pousser plus loin, surtout dans les conditions où on est maintenant, notamment depuis 10 jours, ça va être de défendre l'activité scientifique et l'intérêt de l'activité scientifique, le rôle social de l'activité scientifique. Et là, ça ne passe pas uniquement par quelques discours ministériels ou du président de l'organisme. Ça passe par un encouragement en interne à aller vers l'externe. Ça passe par des prises de position collectives. Ça passe par l'instauration, par exemple, de commissions qui s'intéresseraient de savoir, et de travaux d'ailleurs, de travaux par exemple de sociologues, des travaux qui essaieraient d'évaluer le coût pour la nation du non-emploi efficace des chercheurs qui ont été formés et qui sont lâchés dans la nature, soit pour aller nourrir la recherche dans d'autres pays, ce qui en soi est pas au niveau mondial, c'est une bonne chose, mais c'est tout de même une perte pour la communauté nationale de ne pas avoir gardé les meilleurs. Donc, peut se poser ce genre de questions. On peut se les poser de manière abstraite, de temps en temps, dans une revue qui tire à 500 exemplaires, mais c'est mieux si la question est posée sur la place publique. Des économistes peuvent très bien faire ce genre d'évaluation, ils le font d'ailleurs déjà pour un certain nombre d'entre eux. Et nous, en tant que chercheurs de l'intérieur, disons, on ne le prend pas, à mon avis, suffisamment en charge. On n'a pas ce rôle collectif et qui peut être un rôle qui est non seulement collectif, une collectivité d'individus, mais une collectivité qui fait pression sur ces institutionnels, sur ceux qui ont le dialogue avec ceux qui donnent le budget, le dialogue avec ceux qui déterminent un certain nombre de priorités politico-environnementales ou qui ne les déterminent pas.
et qui... C'est pas la même chose, voilà, c'est ce que j'essaye de dire. C'est pas la même chose de prendre position en tant qu'organisme que de prendre position en tant qu'ensemble d'individus. Bon, c'est une évidence. Un organisme qui se mêle de réfléchir à la politique scientifique globale se confronte typiquement CNRS versus INRAE versus CEA, etc., etc. Imaginez que ça se passe autrement que sous forme de conseillers ministériels qui discutent entre eux. Conseillers ministériels formés à l'ENA, etc., avec une teinture de science qui est vraiment assez faible, quoi. C'est un autre mode de travail. Par exemple, c'est un mode de travail on pourrait très bien imaginer ça à l'intérieur du CNRS, par exemple, et peut-être du CEA, à l'intérieur, faire des conventions, comme il y a eu la convention climat, sauf que ça serait là des conventions, comme c'est à une échelle inférieure, ça serait des conventions dont les propositions pourraient éventuellement être mises en œuvre et pas simplement rangées sur une étagère, pour des raisons de politique européenne ou que sais-je. Au niveau intermédiaire auquel je pense, là, au niveau de ces organismes, on peut effectivement faire bouger les choses. Bon, peut-être Valérie. J'aimerais ajouter un tout petit point. J'entendais dans la question aussi la responsabilité des institutions dans la diffusion de connaissances et de connaissances établies, solides, avérées. Je pense que c'est extrêmement important. Je pense que ce n'est pas nécessaire. S'il suffisait de créer des institutions intergouvernementales qui rassemblent les meilleurs experts, qui travaillent pendant 5 ans sur l'état des connaissances scientifiques d'un domaine, pour faire des rapports d'évaluation qui disent voilà ce qu'on sait, et que ça permettait d'éviter qu'on raconte n'importe quoi sur un sujet, on l'aurait vu, parce que ça existe, et c'est pas suffisant. Donc c'est évident que c'est extrêmement important, et qu'il y a aussi d'autres choses à chercher, parce qu'il y a d'autres enjeux que juste la diffusion de connaissances. Et je pense qu'un des autres endroits, et ça rebondit sur la remarque de la main à la pâte, c'est de partager ce que c'est que les métiers de la recherche, ce que c'est que produire cette connaissance, et ça aussi c'est pas suffisant. Mais c'est une autre dimension qui est encore moins présente peut-être que la diffusion de la connaissance pure, et des structures comme le GIEC travaillent fort à diffuser leur mode de travail. Donc là aussi, il y a un enjeu, et quand on regarde aujourd'hui qui se positionne pour expliquer ces choses-là, c'est souvent des positions assez naïves sur comment est-ce que ça marche le fonctionnement de la science. Et c'est des positions qui se revendiquent de la zététique et qui sont parfois à la frontière entre, on parlait ce matin de la différence entre le rationalisme et le scientisme, qui sont parfois plus du côté du scientisme que du rationalisme. Donc c'est un sujet qui est délicat, qui n'est pas forcément bien traité. C'est un sujet sur lequel l'Union rationaliste se penche depuis des années sans avoir vraiment clarifié les deux versants. Voilà. Valérie voulait réagir, oui, sur ce qui s'est dit. Oui, moi je voulais revenir en fait au thème du colloque, les engagements face à la crise environnementale des scientifiques, et on va ajouter dans un contexte où les démocraties sont fragilisées par rapport au rapport aux faits et par rapport à l'extrême droite populiste, en gros. Et ma question est la suivante. Il y a un retour d'expérience. Il y a un retour d'expérience d'autres pays, les États-Unis, l'Italie, le Brésil ou d'autres, où on a eu en fait l'arrivée au pouvoir de mouvements populistes d'extrême droite qui, par rapport à la situation qui était décrite, des conseillers peu formés aux sciences, font le choix carrément de l'écarter. Et ce qui m'a frappé, c'est que dans ces contextes-là, il y a eu des mécanismes d'autocensure multiples des institutions scientifiques, dans les deux sens. Dans un sens, c'est les lâchetés des personnes qui ont des responsabilités, qui ne veulent pas porter la responsabilité de soutenir, par exemple, ne serait-ce que communiquer les mesures spatiales de la déforestation, par exemple. Donc il y a les lâchetés des responsables qui, en fait, petit à petit, par des mécanismes même pas imposés par les partis au pouvoir, mais par les lâchetés de ceux qui dirigent, pour leur propre carrière, pour leur propre tranquillité, étouffent la parole scientifique, la censure, viennent même parfois limiter les thématiques qui puissent être abordées dans la recherche et dans l'expression publique. Puis dans l'autre sens, on a aussi en fait des personnes à des fonctions de responsabilité ou des institutions qui jouent le rôle de matelas absorbant, font le dos rond par rapport au gouvernement et défendent la liberté scientifique, la liberté d'expression.
Et je pense que ce côté-là, il est intéressant dans la manière dont collectivement on peut être fragilisé ou protégé. Je rebondis volontiers là-dessus. Tu évoques les parallèles géographiques. Je pense qu'il y a des parallèles historiques qui se font aussi. C'est la 3e fois depuis ce matin que je cite Le Monde d'hier de Stefan Zweig, et la façon dont les choses sont arrivées par le passé. Sans doute qu'un peu comme sur la question climatique, il y a un enjeu à arrêter de ne pas vouloir voir et se dire que ça ne peut pas arriver et que ça arrivera qu'ailleurs, et de commencer à réfléchir dès maintenant à comment on fera le jour où, ou le jour si, et qu'est-ce qui existe comme réseau et comme relation. Et je pense que là aussi, il y a un enjeu à ne pas être seul face aux situations. Il y a des collectifs qui existent, j'en connais au moins un sur la question des services publics qui se posent explicitement ces questions. J'ai évidemment pas de réponse à apporter, c'est juste pour abonder dans le sens de l'analyse et dire que ça joue dans nos responsabilités à tous et à toutes. Oui, on pourrait rappeler d'ailleurs, Valérie, c'est bien, ce qui s'est passé aux États-Unis au moment où Trump avait le pouvoir, comment il a limité la possibilité aux chercheurs des sciences du climat et de continuer leur recherche et même de conserver leurs données. Et donc, les chercheurs ont dû se créer des réseaux clandestins pour cacher, vraiment cacher des réserves de données pour qu'elles ne soient pas détruites, tout simplement. Donc, on n'est pas à l'abri de ça, on n'est pas à l'abri de beaucoup de choses. Et peut-être sur les questions plus historiques, justement, et pour avoir quelque chose d'un peu d'espoir aussi, je pense au livre de Sébastien Balibar, Savants cherchent refuge, sur l'histoire de la superfluidité pendant la Seconde Guerre mondiale, et la façon dont des institutions, le Collège de France en particulier, s'est très directement impliqué par ses membres les plus éminents dans des actions de résistance scientifique très directes. Donc ça a existé. Il y a un moment, je voudrais qu'Hélène et moi, on fasse un petit témoignage sur la conscience des scientifiques qui ont déposé les brevets de réactions nucléaires en 1939. Parce que on peut tous les deux témoigner que mon grand-père et son père étaient particulièrement conscients de ce qui se passait, de la difficulté que ça posait, et ils ont tous les deux été des grands militants de Pugwash, donc pour la non-utilisation militaire du nucléaire. Il me semble que si on essaie de réfléchir à ce que c'est que le milieu des gens qui font la science, il y a les vieux comme nous, parce qu'aujourd'hui, ici, on est en gros quand même la génération qu'a connu, y compris avant 68 pour certains. Il y a les gens qui ont été des jeunes adultes montants à l'époque où s'est installé le libéralisme, et c'est eux qui sont aux manettes dans les institutions actuellement. On ne peut pas l'oublier. Et puis il y a les jeunes actuels, et ça on peut dire qu'ils sont la suite du processus qui s'est développé, en ce sens que pour une bonne partie, et je pense que l'orateur, le jeune orateur, n'est pas un exemple de la moyenne, parce que dans l'ensemble, ils sont, comme l'a dit Harry, migrants et dans un certain sens, une grosse partie des jeunes chercheurs, et pour ainsi dire un peu prolétarisés. Donc, il me semble, je ne vois pas très bien à qui tu penses quand tu dis Harry, il faudrait que les institutions prennent position. On n'est plus avant le Manhattan Project. Ça a complètement changé du point de vue social et je pense politique. Or, il me semble que Ami Dahan ce matin nous a bien rappelé dans quelle urgence on est. Je ne parle même pas de l'urgence politique ultra récente, mais du point de vue du climat, par exemple, on est vraiment dans l'urgence. Comment peut-on essayer d'attaquer la question pour retourner quelque chose un peu rapidement? Ça me semble être la question. Bon, on remercie les deux orateurs.